Bon, on peut commencer. Merci beaucoup, Sébastien. Oui, merci. Je vais arrêter mon caméra. Je vous laisse. Parfait. Merci, Tommy. Donc, oui, bonjour. Donc, Sébastien Weisberg, je me présente brièvement. Je suis professeur en chimie et en développement durable des zones côtières à l'Université de Moncton au campus de Shippagan, présentement. Et je suis aussi professeur associé à l'Institut des sciences de l'environnement à l'UQAM, où je mène aussi plusieurs projets de recherche sur l'adaptation ou le changement climatique, surtout à travers des projets de nature participative et collaborative avec différents organismes, comme entre autres d'ailleurs le ROPVQ, donc, que Catherine connaît sûrement bien, avec les conseils régionaux en environnement, avec le ministère de l'économie, avec des commissions de services régionaux au Nouveau-Brunswick. On a eu des projets aussi qu'on a menés en Haïti, en Afrique de l'Ouest. Donc tout pour essayer d'aider les communautés et les collectivités à s'adapter au changement climatique. Donc aujourd'hui, on voulait faire un petit topo sur la science des changements climatiques, une petite introduction. Et puis, vous allez voir que tous les slides sont en anglais et en français parce qu'on a fait deux versions. Donc, il y a pas mal de textes dessus, mais parce qu'elles sont toutes bilingues. Donc, hop, on va passer au français. Donc, on va aborder plusieurs sujets. Un qui est le budget radiatif de la Terre, donc pour comprendre l'effet de serre, puis le rôle des gaz à effet de serre dans le débalancement de ce budget. On va aussi regarder un petit peu dans une perspective paléohistorique ce que représentent les changements climatiques actuels par rapport à ce qu'on a pu vivre dans le passé. Et on va voir un petit peu comment la science a découvert finalement les changements climatiques et puis depuis quand est-ce qu'on connaît ce phénomène. Et finalement, on va voir un petit peu le cycle du carbone qui est à l'origine de toute cette problématique. Donc ça fait pas mal de stock, mais on va essayer de passer à travers tout ça en une heure. Voilà. Donc il y a toujours la version simplifiée des changements climatiques, que la Terre est dans une serre, et cette serre est chauffée par nos activités industrielles, donc c'est une vision un petit peu caricaturale, mais pas complètement fausse non plus. Et si on regarde plus dans le détail, donc la vision scientifique, il faut commencer par le budget énergétique de la Terre. Donc évidemment, la surface de la Terre, toute l'énergie qu'on reçoit et qu'on utilise à la surface de la Terre vient finalement du Soleil. Donc le rayonnement solaire, c'est notre principale source d'énergie, à part le volcanisme et quelques autres activités. Mais quasiment tous les processus qui interviennent à la surface de la Terre sont mus par l'énergie du Soleil, que ce soit les vents dans l'atmosphère, les vagues dans l'océan, la photosynthèse, tout ça n'est possible que grâce à l'énergie du Soleil. Et pour comprendre quantitativement ce bilan, les scientifiques postulent souvent ce qu'on appelle un corps noir et essaient de comprendre son rayonnement. Un corps noir, ça veut simplement dire que c'est un corps qui peut absorber toutes les fréquences de lumière ou toutes les longueurs d'onde, si vous voulez, et c'est pour ça qu'il apparaît noir, parce qu'il ne reflète aucune lumière. Donc toute l'énergie qui arrive sur un corps noir est absorbée, et ce corps noir, bah, évidemment, cette énergie va chauffer le corps noir, et le corps noir va lui-même émettre une radiation pour se débarrasser de cette énergie, et cette radiation, sa longueur d'onde va dépendre de la température du corps noir. Voilà, évidemment, la Terre n'est pas, comme on peut voir de l'espace, un corps noir parfait, puisqu'on voit des couleurs, les océans sont bleus, les continents peuvent être verts ou rouges ou jaunes. Donc la Terre n'est pas un corps noir parfait, mais on peut quand même appliquer la théorie du corps noir jusqu'à un certain degré. Donc la Terre est chauffée à un certain degré par la surface de la Terre, par le rayonnement solaire, et émet elle-même du rayonnement qui, à la température où est la Terre, est du rayonnement infrarouge. Ça, c'est la petite flèche rouge qu'on voit en haut. Et puis, il y a plusieurs lois qui gouvernent ce rayonnement. La première loi qui est très importante, c'est la loi de Stefan Boltzmann. C'est une loi qui avait été, expliqué aussi en français, oui, c'est une loi qui avait été découverte de manière expérimentale par Joseph Stefan, un
physiciste, je pense, autrichien en 1879 et qui avait été aussi fondé théoriquement en 1884, peu après par Ludwig Boltzmann, un célèbre chimiste et physicien autrichien également. Et cette loi fait simplement le lien entre l'énergie ou la puissance radiative émise, le grand P dans cette équation ici, et la température. Et on voit que l'énergie qui est émise par la Terre dépend du carré de la température, donc dépend énormément de la température de surface. Et il y a aussi une constante de Stefan Boltzmann qui intervient et la superficie, évidemment, qui émet cette radiation. Donc ça, c'est l'énergie qu'émet la Terre et qui, normalement, est aussi la même quantité d'énergie qu'elle reçoit. Et pour savoir quelle l'autre loi qui nous renseigne sur quelle est la fréquence ou la longueur d'onde de la lumière émise par n'importe quel corps noir, ça c'est une autre loi qui s'appelle la loi de Wien, voilà, qui fait un lien entre la température et la longueur d'onde. Et puis pour certains corps qui sont assez chauds comme le Soleil, qui fait à peu près 6000 degrés Kelvin, bah, la lumière émise se trouve dans la partie visible du spectre de radiation électromagnétique. Par contre, pour des corps qui sont plus froids comme la Terre, qui fait à peu près 250 Kelvin, cette radiation se trouve dans des longueurs d'onde qui correspondent à l'infrarouge. Et il y a aussi des corps qui peuvent être plus chauds que le Soleil, qui eux vont émettre dans l'ultraviolet ou les rayons X. Voilà. Et en passant, le Soleil se comporte quasiment comme un corps noir parfait si on compare la courbe grise qui est la radiation calculée à partir de la loi de Stefan Boltzmann et de Wien. Ça donne exactement, presque exactement la même courbe que la courbe jaune qu'on voit ici, qui est l'émission mesurée du Soleil en fonction de la longueur d'onde. Donc il y a tout un spectre de lumière, de radiation qui est émise. Puis quand on regarde différents corps de différentes températures, on voit qu'ils n'émettent pas de la lumière de la même manière. Là. Donc en haut à droite, par exemple, on voit le Soleil avec ses 5000 degrés qui émet de la lumière qui est de la lumière visible pour nous. En revanche, en dessous, quand on voit le cheval avec son propriétaire, avec des caméras infrarouges, on peut distinguer des êtres vivants de leur environnement, puisque les êtres vivants à 37 degrés sont un peu plus chauds que l'environnement, que la superficie de la Terre. Par contre, ça, c'est une lumière qui est infrarouge, donc qui n'est pas visible à l'œil, pour l'œil humain. Il faut avoir de l'équipement spécial pour la rendre visible à nos yeux. Et puis en haut à gauche, si vous avez déjà fait un feu dehors avec des charbons, bah, vous savez que quand on chauffe des charbons, ils vont commencer par émettre une lumière un petit peu rouge, et puis après ça devient plus jaunâtre. Si on les chauffait encore plus, ils deviendraient carrément jaune ou blanc. Donc la lumière qui est émise par du charbon incandescent dépend de sa température. Et des événements très chauds, comme en bas à gauche, une explosion nucléaire qui peut atteindre des températures de 10 à 100 millions de degrés. Ça émet beaucoup de lumière, mais aussi des rayons UV et même des rayons X, donc du rayonnement de très très haute énergie. Voilà, donc ça c'est un peu pour comprendre le rayonnement. Et pourquoi est-ce que c'est important pour comprendre l'effet de serre? Ben, c'est que normalement le rayonnement entrant et le rayonnement sortant sont exactement en équilibre, de sorte que la température est dans un état stationnaire et dépend finalement seulement dans notre cas, de la radiation du Soleil qui chauffe la superficie de la Terre et qui va se maintenir à une certaine température. Si la Terre était un corps noir parfait et qu'il n'y avait pas d'atmosphère, cette température serait environ de moins 15 degrés. Ça serait la température d'équilibre de la Terre. Mais ce qui arrive maintenant, c'est que bien sûr, on a une atmosphère, et cette atmosphère reflète une partie du rayonnement infrarouge vers la superficie, vers la surface pardon, de la Terre, et réchauffe celle-ci. De sorte que la température est en fait plus élevée, au lieu de moins 17, disons qu'on pourrait avoir sans atmosphère, on a plus 15 degrés en présence de l'atmosphère, à cause du retour de rayonnement infrarouge vers la surface de la Terre. Donc c'est quand même une différence de 33 degrés. Donc ça a existé aussi avant l'intervention humaine, bien sûr, ça, depuis qu'il y a des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc ça nous donne une idée un peu par rapport au changement climatique anthropique. On a pour l'instant un réchauffement de 1 degré, donc qui s'ajoute aux 33 degrés d'effet de serre qu'on a déjà de manière naturelle. Donc on amplifie l'effet de serre naturel.
Voilà. Et c'est maintenant qu'on en vient à qu'est-ce que sont ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère? Euh, Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Bon, ça c'est un peu compliqué de manière chimique, mais c'est chaque molécule a plusieurs modes de vibration et ces modes de vibration ont certaines énergies qui leur sont associées. Et pour certaines molécules, il y a des modes de vibration qui coïncident exactement avec l'énergie des photons émis par la radiation infrarouge. Donc ils peuvent absorber ces photons et les transformer en énergie de vibration. Et à ce moment-là, après, ils peuvent rejeter, re-émettre ces photons dans une autre direction, entre autres vers la surface de la Terre. Et ce sont seulement certaines molécules qui sont capables d'absorber exactement les fréquences de radiation infrarouge que la Terre émet comme radiation thermique. Euh, et ce sont ces molécules qui sont des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc le plus important, celui dont on parle le plus souvent, c'est le dioxyde de carbone, évidemment. Après, on a du méthane, l'oxyde nitreux. Et après, ce que vous voyez dans le tableau, il y a toutes sortes de composés organiques halogénés, donc avec du fluor et du chlore, qui sont tous des composés, et aussi l'hexafluorure de soufre, le SF6, qui sont toutes des molécules artificielles qui ont été fabriquées souvent comme réfrigérants ou comme lubrifiants pour d'autres utilisations, qui agissent aussi comme des... euh, ok, bonne question, qui agissent aussi comme des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et un qui n'est pas, qui est très important, mais qui n'est pas mis dans le tableau en tant que tel, c'est la vapeur d'eau, qui est un gaz de serre très important, et même le plus important par son pouvoir radiatif. Par contre, la raison pour laquelle il n'est pas inclus dans ce tableau, c'est que la concentration d'eau dans l'atmosphère change très très rapidement et s'ajuste à la température. Donc le contenu d'eau dans l'atmosphère peut changer quasiment d'un jour à l'autre. Ça prend quelques jours pour s'ajuster à la température. Donc dans ce cas-là, c'est vraiment la concentration d'eau qui va s'ajuster à la température et non la température qui va être influencée par la concentration d'eau dans l'atmosphère. Les gaz à effet de serre, donc au-delà du pouvoir de pouvoir absorber du rayonnement infrarouge, doivent aussi avoir un certain temps de vie dans l'atmosphère pour pouvoir avoir une influence sur le climat. Et ça envoie de cela le CO2 est celui qui est le plus abondant. Et on lui attribue aussi la colonne tout à droite que vous voyez, le terme anglais Global Warming Potential ou pouvoir de réchauffement climatique. Il est normalisé par rapport au CO2. Une molécule de CO2 a un pouvoir de réchauffement climatique de 1 et d'autres gaz à effet de serre ont un pouvoir de réchauffement qui souvent est plus important que celui du CO2, soit parce qu'ils sont plus efficaces pour absorber le rayonnement infrarouge, soit parce qu'ils ont une durée de vie dans l'atmosphère qui est beaucoup plus longue. On voit certains composés comme le perfluorométhane, par exemple, qui a une durée de vie de 50-60 000 ans dans l'atmosphère. Donc il va rester beaucoup plus longtemps que le CO2 qui normalement disparaît en grande partie en delà d'un siècle. Voilà, donc ça, ce sont les principaux gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Si on regarde de manière plus quantitative le budget radiatif de la Terre, c'est assez compliqué, donc on n'aura pas besoin ici de voir ça en grand détail. Ce qui est intéressant ou important à comprendre, c'est que en temps normal, la radiation qui vient du Soleil est exactement égale à la quantité de... Donc ça, c'est la grosse flèche jaune qu'on voit à gauche de la figure. 341 watts par mètre carré. Le watt, c'est une mesure d'énergie, et par mètre carré, c'est juste par unité de surface à la Terre qu'on mesure ça. Et normalement, cette quantité devrait être égale à ce qui ressort vers l'atmosphère de l'autre côté. Donc ça, c'est la flèche, pour quelle couleur, là, plus ou moins brune, là, qui est à droite. Et puis, on voit ici dans ce graphique que, par exemple, la radiation solaire entrante est à peu près de 341,3 watts par mètre carré, tandis que celle qui quitte la Terre en direction de l'espace n'est que de 238,5 watts par mètre carré. Donc, il y a une imbalance de 0,9 watts par mètre carré de radiation qui entre de plus sur la Terre que ce qui ressort de l'autre côté. Et ça, évidemment, ça veut dire qu'on a
qu'on a c'est comme si on avait un radiateur de 0,9 watts par mètre carré qui réchauffait constamment la Terre. Voilà. Et ça, c'est dû à l'effet des gaz à effet de serre qui reflètent une partie plus importante de la radiation vers la surface de la Terre que ce qui était le cas avant qu'on ajoute ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc on a débalancé ce budget, et ce budget à la longue va se rebalancer, donc la température de la surface va augmenter, ce qui va augmenter la quantité d'énergie rayonnée par la surface de la Terre vers l'espace, et rendu d'ici 100 ou 200 ans à peu près, en tout cas une fois qu'on stabilise les concentrations atmosphériques, les deux flèches vont avoir la même magnitude encore. Ça va être équilibré. Par contre, la température de la surface va être plus élevée. Donc c'est un nouvel équilibre qui se forme. Et puis en passant dans le graphique, on a une différence d'à peu près 0,9 watts par mètre carré. Ça date un petit peu, là, les derniers chiffres, les avant-derniers chiffres du 4e rapport du GIEC, qu'on appelle en anglais l'IPCC, mentionnent un chiffre de 1,6 watts par mètre carré. Voilà, donc ça n'a pas l'air de grande chose, hein. 1,6 watts, c'est pas grande chose, là, ça prend 100 watts déjà pour, rien que pour faire fonctionner une ampoule électrique. Mais bien sûr, quand on mesure ça, quand on multiplie ça par toute la superficie de la Terre, ça fait un chiffre assez énorme d'énergie qui est constamment emmagasinée par la superficie de la Terre. Voilà. Alors, les gaz à effet de serre sont donc c'est là où réside évidemment l'origine du réchauffement de la planète. Et on les mesure très précisément depuis 1958. C'est une courbe que vous avez peut-être déjà vue, la courbe de Keeling, Charles David Keeling, qui était un géophysicien très intéressé par tous les phénomènes planétaires, dont le réchauffement planétaire, et qui avait proposé lors de l'année géophysique qui avait lieu vers la fin des années 1950 de construire 2 observatoires pour mesurer les concentrations de CO2 dans l'atmosphère. Un de ces observatoires a été construit à Mauna Loa, c'est en haut d'un volcan sur Hawaï, et l'idée de le mettre là était de l'avoir dans un endroit très isolé, loin d'activités humaines, et aussi aussi loin que possible de la végétation qui évidemment change le bilan de CO2. Et l'autre observatoire qui devait être construit dans l'hémisphère sud devait être en Antarctique, et malheureusement, par faute de moyens, il n'a jamais été construit, donc ça aurait été très intéressant. Mais on a quand même les données de Hawaï qui sont des données continues de mesure de CO2 depuis 1958. Et puis on voit bien dans la courbe ici qu'on a une croissance quasiment exponentielle des concentrations de CO2. On voit aussi des petits mouvements en dents de scie qui sont les variations saisonnières en fait, parce que sur la surface de la Terre, les continents et donc la végétation ne sont pas répartis également entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, ce qui fait qu'il y a des variations de concentration de CO2 saisonnières. Entre l'hiver et l'été, il n'y a pas les mêmes concentrations de CO2 sur la planète. Donc ça, c'est l'origine des petites modulations en dents de scie qu'on voit sur cette courbe, qui sinon, elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe, et elle n'a jamais arrêté de grimper pour l'instant. Voilà. Et ça va de pair avec une augmentation des températures. Donc on peut voir le graphique d'en haut si on regarde sur les 140 dernières années. Dans les années 1800 à 1900, on ne voit pas de grande évolution de la température. Il y a toujours une certaine variabilité des fluctuations. Par contre, à partir de 1900, on voit que les températures augmentent jusqu'à un pic en 1940. Il y a une petite baisse jusque dans les années 70 qui, elle, est due aux émissions d'aérosols qui ont formé des nuages et bloqué le rayonnement de la Terre, et puis qui depuis ont beaucoup été réduites. Et à partir de 1970, la croissance des températures reprend. Jusque-là, le graphique s'arrête à 2000, mais ça continue et ça s'accélère depuis. On peut aussi regarder ça sur une échelle de temps plus longue. Le graphique d'en bas, on voit ça sur 1000 années à peu près, où on voit encore très clairement, durant à peu près 1000 ans, jusqu'à l'an 1900 à peu près, des fluctuations de température, ça monte, ça descend un petit peu, mais dans quand même une fenêtre très étroite. Et à partir de 1900, on voit une rapide augmentation des températures. Donc plus on remonte dans le passé, plus on regarde ça sur une longue période, plus on voit que le siècle qu'on vit présentement
et le siècle qu'on s'apprête à vivre sortent vraiment de la variabilité naturelle qu'on a connue au cours de l'histoire récente de la Terre. Voilà, et si on regarde les prévisions futures, donc les différents scénarios climatiques qui peuvent avoir un réchauffement qui va de 1,5 jusqu'à 4 ou 5 degrés, selon combien on va émettre de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on voit qu'on sort très très nettement de la variabilité des 1000 dernières années, on est même complètement dans une autre dimension. Voilà. Alors maintenant, c'est intéressant de regarder un petit peu en arrière. Qu'est-ce qu'on a déjà connu comme régime climatique? Bien sûr, probablement que vous connaissez tous les épisodes de glaciation, donc les alternances d'air glaciaire et d'air d'interglaciaire, ce qu'on appelle des périodes chaudes, comme celle dans laquelle on vit présentement depuis à peu près 20 000 ans, la période de l'Holocène. Durant toute cette période, les concentrations de CO2 ont fluctué entre environ 180 ppm, ce qui veut dire des parties par million dans l'atmosphère, durant les périodes très froides de l'histoire de la Terre, et 280 ppm environ durant les périodes chaudes, les périodes interglaciaires, ce qui était à peu près la concentration que nous avions encore jusqu'au siècle passé. Et puis quand vous regardez où on en est aujourd'hui, on a atteint et même dépassé les 400 ppm, donc parties par million de CO2 dans l'atmosphère. Le dernier chiffre que j'ai trouvé en mars 2020, on était à 414 ppm. Donc on est presque un tiers au-dessus de la plus haute concentration qu'on a eue au cours de tous les épisodes de glaciation qui remontent à presque 1 million d'années maintenant. Voilà, et les données très précises de 800 000 ans qu'on voit ici, elles ont été mesurées dans des forages glaciers qui se font de glace antarctique qui existent depuis très très longtemps. Et puis on peut reconstruire toute l'histoire climatique du dernier 800 000 ans. Donc au cours des derniers 800 000 ans, on était vraiment loin loin des concentrations de CO2 qu'on a dans l'atmosphère présentement. Pour retrouver des concentrations de CO2 qui ressemblent à celles qu'on a aujourd'hui, donc 400 ppm voire plus, il faut remonter à une période de l'histoire terrestre qu'on appelle le Pliocène. Et on estime qu'entre il y a 3,4 ou 3,6 millions d'années, là, on avait environ 400 ppm de CO2 dans l'atmosphère, donc comparable à aujourd'hui. Et on voit que le climat et l'apparence de la Terre étaient assez différentes d'aujourd'hui. Par exemple, il n'y avait pas de calotte polaire dans l'hémisphère nord dans ce temps-là. Il y en avait en Antarctique, mais il n'y en avait pas du tout dans l'hémisphère nord. Donc ça, c'est quelque chose, cette calotte polaire existe depuis probablement 2-3 millions d'années déjà, là, mais dans ce temps-là, elle n'existait pas encore. Les températures étaient différentes aussi, pas de manière très spectaculaire si on prend la moyenne mondiale qui était à peu près 2 à 3 degrés plus importante qu'aujourd'hui. Par contre, dans l'Arctique, comme on voit sur le graphique ici, la grande tache violette, là, les températures étaient de 8 degrés plus élevées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment un très grand changement. Par contre, dans les tropiques, la température n'était pas très différente qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi aujourd'hui, que les régions boréales, les hautes latitudes se réchauffent, puis surtout dans l'hémisphère nord, se réchauffent beaucoup plus rapidement que l'ensemble, la moyenne de la planète. Voilà. Et puis quand on regarde les prévisions climatiques, des modèles climatiques, finalement, une augmentation de température de 2 à 3 degrés, c'est quelque chose vers lequel on se dirige de manière assez inéluctable. Et ça, c'est si on arrive à stabiliser assez rapidement les concentrations de CO2 dans l'atmosphère, parce que là, on parle d'un monde de 400 ppm qui est une concentration qu'on a déjà dépassée maintenant. Voilà, donc ça, c'est un peu le meilleur scénario possible, en fait, et non le pire scénario qui serait qu'on continue d'émettre du CO2, et là, les températures augmenteraient plus. Et un fait assez quand même important à mentionner, c'est que le niveau de la mer était à peu près 22 mètres plus élevé que celui qu'on a aujourd'hui, durant cette période. Voilà, donc ça, c'est quelque chose à quoi penser. Alors, dans ce temps-là, évidemment, il n'y avait pas d'humains au sens moderne des Homo sapiens sur la planète, et nos plus proches ancêtres qui ont connu des
des concentrations de CO2 dans l'atmosphère comme nous connaissons aujourd'hui, ce sont les australopithèques et entre autres notre possible ancêtre lointain Lucie. Alors évidemment, on ne sait pas trop ce qu'elle en aurait pensé si on lui avait posé la question des changements climatiques, mais ce qu'on sait très bien, c'est ce qu'en pensent les scientifiques aujourd'hui. Et contrairement à l'impression qu'on a souvent, la science des changements climatiques date assez longtemps en fait. Le premier article qui avait été publié, qui avait fait un calcul du réchauffement de la planète en fonction de l'augmentation des taux de CO2 dus à la combustion du charbon, c'était par un célèbre chimiste suédois, Svante Arrhenius. Si vous avez eu des cours de chimie à l'université ou à l'école, vous connaissez sûrement son nom parce qu'il apparaît très souvent. Et plusieurs lois portent son nom aussi que tous les étudiants doivent apprendre. Et donc c'est lui le premier qui avait calculé ce réchauffement. Et c'est un article qui a été publié en 1896, donc c'est vraiment pas très récent. Et avant ça, il y avait eu des travaux, entre autres de Joseph Fourier, qui avait calculé un effet de serre dû par l'atmosphère, parce qu'il avait pu observer que la température de la Terre était plus élevée que ce qu'elle ne devrait être selon la loi du corps noir. Donc il avait déjà fait ses calculs. Et un peu plus tard, au cours du 19e siècle encore, John Tyndall, un chimiste irlandais, avait réussi à mesurer les bandes d'absorption de rayonnement infrarouge par différents gaz qui sont présents dans l'atmosphère. Donc il avait pu calculer quels étaient des gaz à effet de serre potentiels qui avaient des bandes d'absorption dans le spectre d'émission de rayonnement infrarouge de la Terre. Et tout ça, ces travaux et d'autres travaux qui ont existé aussi ont permis à Arrhenius de faire ses calculs par rapport au réchauffement climatique dû à la combustion du charbon. Et après, il y a plein de gens qui se sont préoccupés de cette question, entre autres dans les années 30, 1930, un chimiste autodidacte anglais, Guy Stewart Callender, qui avait fait des comparaisons entre les concentrations de CO2 mesurées et les températures mesurées dans plusieurs stations météorologiques au monde, et puis essayer d'établir des corrélations. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui encore, mais évidemment de manière beaucoup plus sophistiquée. Il y avait eu dans les années 1940 un géographe allemand qui avait alerté euh, en tout cas ses condisciples, sur les possibilités de changement climatique assez abrupts avec des conséquences largement imprévisibles. Je vais le mettre en français, je m'excuse. Surtout en ce qui concerne l'influence des changements climatiques potentiellement sur les océans. Et après la guerre, dans les années 1950, est quand on a commencé à faire des calculs basés sur des modèles climatiques beaucoup plus perfectionnés. Gilbert Plass a été un des premiers, des pionniers dans cela. Et son premier modèle climatique avait prédit que, en tout cas à l'aide de ce modèle climatique, il avait prédit qu'au cours du XXe siècle, on risquait de voir une augmentation des taux de CO2 de 30% dans l'atmosphère et que cela résulterait en une augmentation de la température d'environ 1 degré. Et de fait, si vous regardez le dernier ou l'avant-dernier rapport du GIEC, au cours du XXe siècle, on a vu une augmentation de 37% des taux de CO2 et de 0,7 degrés Celsius de la température. Donc vraiment très très proche de ce qu'avait déjà calculé Gilbert Plass dans les années 50. Donc on raffine les modèles climatiques, mais le résultat fondamental, le message fondamental change relativement peu avec le temps. C'est presque étonnant d'ailleurs que ces calculs originaux aient été si précis. Et puis de fil en aiguille, les scientifiques ont commencé à se préoccuper de cette question et il y a eu plusieurs conférences. La première en 1965 à Boulder, au Colorado, sur les causes des changements climatiques, une étude en 1971 sur l'impact de l'humain sur le climat, un article dans Nature, une revue très cotée dans le monde scientifique en 1972 sur l'effet de serre. Je ne sais pas si c'est la première fois qu'on l'appelait comme ça, mais c'est un des premiers articles qui utilisait ce terme. En 1979, il y a eu un rapport très circulé de l'Académie des sciences des États-Unis sur l'augmentation des températures causées par les émissions de CO2 dans l'atmosphère. Et ce rapport déjà
nous alertait que une politique attentiste signifierait qu'il serait trop tard d'agir quand on se décidait, quand on allait, pardon, se décider d'agir. Voilà, donc il disait déjà à la fin des années 70 qu'il était important d'agir rapidement pour contrer ce problème avant qu'il ne devienne un problème euh, insoluble ou difficilement soluble. Donc beaucoup de temps a passé depuis, comme on a pu voir, et les actions n'ont pas suivi les appels de cette publication. Et il y avait aussi eu un éditorial en 1979 dans la revue Nature, donc une des deux revues les plus connues dans le monde scientifique, euh, qui alertait sur le fait que l'émission de dioxyde de carbone dans l'atmosphère par la combustion de combustibles fossiles était possiblement le plus important enjeu environnemental dans le monde aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est fin des années 1970, le monde scientifique était déjà quand même très très conscient de la problématique des changements climatiques, même si les effets n'étaient pas encore visibles à ce moment-là, mais ils étaient tout à fait prévisibles et avaient été prévus par les théories scientifiques. En 79, il y a eu aussi la première conférence mondiale sur le climat organisée par l'Organisation mondiale météorologique. Après, il y a eu plusieurs conférences comme celle de 85 à Villars en Autriche, qui ont été des conférences plus de type politique scientifique, donc où on a commencé à, disons, lancer l'idée d'un grand accord mondial pour stabiliser le climat. Une conférence très importante a eu lieu en 1998 à Toronto, au Canada, à l'invitation du gouvernement canadien, dans ce temps-là sous Brian Mulroney, dont peut-être certains se souviennent encore, parmi les moins jeunes. Moi, j'étais pas au Canada dans ce temps-là, évidemment. Et ça, c'est la première fois qu'on a lancé l'idée d'avoir un pacte mondial avec des cibles d'émissions précises par pays, voilà, qui étaient de 20%, une réduction de 20% des émissions jusqu'en 2005. Et puis plus tard, il y a eu, oui aussi, lors de la même conférence, la fondation du GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, qui publie depuis des rapports. Donc le premier rapport a été publié en 1990 et après tous les 5-6 ans, les rapports continuent à se suivre et font vraiment le bilan de tout ce qui se passe en termes de changement climatique sur la Terre. Donc ça, c'est vraiment la meilleure source d'information sur les changements climatiques. Ce sont les rapports du GIEC qui font autorité, mais qui sont très très scientifiques, donc pas toujours très faciles à lire pour tout le monde. Après, il y a eu en 1992 le sommet de la Terre de Rio, où on a signé la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, donc un accord de principe entre tous les pays du monde pour agir sur la question des changements climatiques. Et ça s'est répercuté quelques années plus tard, en 1997, entre autres sous l'impulsion de Angela Merkel, qui est aujourd'hui encore la chancelière de l'Allemagne et qui était ministre de l'Environnement de l'Allemagne dans ces années-là. Et dans le protocole de Kyoto, tous les pays industrialisés se sont engagés à respecter des cibles de réduction de 6 à 7% de leurs émissions de CO2 par rapport au niveau de 1990. Jusque 2008-2012, c'était la période butoir du protocole de Kyoto. Puis après ça, il y a eu quelques années sans vraiment de traité climatique. Et en 2015, on a signé l'accord de Paris, que probablement vous connaissez tous. Donc l'accord de Paris, un accord mondial qui engage vraiment tous les pays du monde avec des cibles qui ne sont cette fois-ci pas imposées, mais sont choisies librement par les pays, mais avec des mécanismes quand même de vérification et d'harmonisation pour s'assurer que l'objectif global qui est de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés et possiblement en dessous de 1,5 degré soit atteint. Est-ce que c'est une cible réaliste? Ça, c'est une toute autre question que on n'aura pas le temps d'évoquer aujourd'hui, mais c'est sûr que selon les promesses qui ont été faites actuellement par les pays, euh, les intentions nationales déclarées, on se dirigerait plutôt vers un réchauffement de 2,7 degrés environ. Voilà, donc il faudrait vraiment rehausser beaucoup les engagements pour pouvoir respecter la cible de l'accord de Paris. Et puis un fait que je tiens quand même à souligner, c'est que souvent on dit que le protocole de Kyoto a été un échec.
Ce qui n'est pas vraiment vrai. Quand on regarde la courbe sur ce graphique, vous voyez la courbe en rouge ici, qui sont les émissions des pays qu'on appelle de l'annexe 1, donc les pays industrialisés qui s'étaient engagés à respecter des cibles d'émissions. Ben, on voit que rendu 2010, donc juste brièvement avant la fin de la première période du protocole de Kyoto, collectivement, ces pays avaient réduit leurs émissions et quasiment tous les pays qui faisaient partie du protocole de Kyoto ont réduit leurs émissions comme ils l'avaient prévu ou promis, et parfois même beaucoup plus, comme dans le cas de l'Allemagne ou du Royaume-Uni, par exemple. Par contre, il est vrai que les émissions mondiales, donc la courbe noire tout en haut du graphique, ont continué à augmenter durant cette période, et ça, bien sûr, ça a été le driver principal de tout ça, c'était les émissions des pays en transition comme la Chine ou l'Inde, le Mexique, le Brésil, tous les grands pays en transition, la Corée ou l'Indonésie, qui sont devenus des émetteurs très très importants au niveau mondial et ont maintenant même surpassé les nations industrialisées. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose que quand on a commencé à négocier le protocole de Kyoto en 1990, là, tout à gauche du graphique, on était loin de pouvoir prévoir. Donc ça, c'est une évolution et qui a aussi mené à revoir un petit peu l'objectif ou la nature même des traités climatiques qui ne s'adressent plus maintenant pas seulement aux grands émetteurs, mais vraiment à tous les pays de la planète, parce que finalement, chaque pays peut devenir un grand émetteur en très peu de temps si la croissance industrielle et la croissance des émissions est très rapide. Donc ça, c'est un enseignement qu'on a tiré par. Mais on a vu que les pays qui s'étaient engagés et qui ont pris des mesures en fonction ont réussi à diminuer leurs émissions. Donc ça a été un bon exemple que cela est tout à fait possible quand la volonté existe. Il y a certains pays comme le Canada ou les États-Unis ou l'Australie qui, en revanche, n'ont pas réussi à respecter leurs cibles. Voici. Et évidemment, dans le monde, les émissions ne sont pas réparties de manière égale, surtout que si on regarde les émissions par personne, donc combien chaque habitant d'un pays émet, euh, c'est un graphique qui date de quelques années, mais à peu de choses près, c'est plus ou moins encore le même état de fait. Les grands pays d'Amérique du Nord, par exemple, qu'on voit tout à gauche du graphique, les États-Unis et le Canada ont des émissions qui atteignent presque 20 tonnes de CO2 par personne par an, tandis qu'on voit que les pays européens par la suite, ou les pays, la Corée, l'Allemagne, le Japon aussi, le Royaume-Uni ont des émissions qui sont plus autour de 10 tonnes de CO2 par personne par an. Et d'ailleurs, ces émissions ont continué à diminuer depuis, donc c'est encore moins que ça maintenant, donc quasiment de moitié moins que les pays d'Amérique du Nord. Et des pays émergents comme la Chine ou l'Inde ont des émissions qui sont bien moindres encore par personne. Celles de la Chine ont continué à augmenter, donc elles sont maintenant presque au niveau européen. Mais donc ça, c'est important de se rendre compte aussi que nous, par exemple, habitants au Canada, on a une responsabilité, chacun d'entre nous, dans la problématique des changements climatiques qui est beaucoup plus importante que chaque citoyen d'un pays européen ou d'un pays asiatique. Mais évidemment, ça dépend beaucoup aussi de notre style de vie. Donc ça, ce sont des moyennes par pays, mais au sein des pays, il y a des très grandes différences aussi selon nos habitudes, selon aussi l'endroit où on habite, notre approvisionnement en énergie. Donc c'est une question assez complexe. Mais il est faux de dire, comme on entend souvent, qu'un petit pays comme le Canada, du moins avec une petite population, n'a pas d'impact décernable sur le climat. On fait quand même, avec notre petite population, partie des 10 plus grands émetteurs au monde. Donc c'est loin d'être négligeable. Et par personne, on fait beaucoup plus partie de la problématique que d'autres gens. Voilà, je voulais juste mentionner ça en passant. Donc venons-en à la dernière partie de la présentation, qui est le cycle du carbone. Et puis évidemment, comme le principal gaz à effet de serre est le CO2, donc un composé basé sur le carbone, et le deuxième plus important est le méthane, qui lui aussi est un composé de carbone. Donc le cycle du carbone a une importance fondamentale dans les changements climatiques, autant dans la création de la problématique que aussi dans la résolution qu'on aura de cette problématique à plus ou moins long terme. Donc dans l'atmosphère, dans la biosphère de manière générale, ou à la surface de la Terre, là, disons, on trouve principalement deux formes de carbone. Une qui est du carbone inorganique, dont fait partie le CO2, dont font partie les carbonates,
le bicarbonate aussi, tout le carbone inorganique dissous dans l'océan. Donc tout ça, c'est du carbone qui est inorganique et complètement oxydé. Et la contrepartie, c'est tout ce qui est le carbone organique, qui est du carbone réduit. Donc un chimiste saura ce que ça veut dire. Euh, et ce carbone organique, ben, c'est tout ce qui est la matière organique vivante et morte, donc les organismes, mais aussi les sols, la matière organique qu'on peut trouver dans l'océan, par exemple, et font aussi partie de cette catégorie de carbone tous les combustibles fossiles, puisque les combustibles fossiles ne sont autre chose que du carbone organique qui a été enfoui sous la terre et qui se transforme tranquillement et qui n'est plus oxydé du fait que justement il a été à certaines périodes de l'histoire de la Terre, comme par exemple lors du Carbonifère, il y a 300 millions d'années, des quantités importantes de carbone ont été enfouies sous des sédiments, probablement dans des zones marines euh, nérétiques de faible profondeur. Et étant une fois enfoui, ce carbone n'est plus en contact avec l'oxygène de l'atmosphère, ne peut plus être oxydé. Et après, avec les forces tectoniques, il est lentement transformé en des composés plus synthétiques comme tous les composés qui composent le pétrole ou le gaz naturel. Et finalement, il peut être condensé sous forme de charbon qui est du carbone presque à l'état pur. Mais à la base, tout ça, c'était du carbone organique. Voilà. Et c'est donc ce carbone qu'aujourd'hui, on utilise pour la plupart de nos besoins énergétiques, que ce soit la production de chaleur, la production d'électricité, pour faire fonctionner nos véhicules, etc., etc. Donc le cycle du carbone est assez compliqué, comme vous allez voir, comme vous pouvez voir sur le petit graphique ici, là, qui en est en fait une synthèse, mais déjà avec pas mal de flèches dedans qu'on ne va pas tout regarder en détail. Mais ce qui est important de se souvenir peut-être, c'est que, pardon, c'est qu'on distingue deux cycles de carbone. Un qu'on appelle le cycle rapide ou le cycle biologique, et l'autre qu'on appelle le cycle lent ou encore le cycle géologique. Et ça, c'est dû au fait que le cycle biologique, donc toute l'activité biologique sur Terre, ça crée des flux très importants, ça bouge beaucoup de carbone dans, euh, dans la biosphère. Et puis, essentiellement, cela consiste en de la fixation de carbone atmosphérique par la photosynthèse qui produit de la matière organique, donc des sucres et puis après d'autres composés comme des lipides, des protéines ou d'autres. Et la plus grande partie de ce carbone va après être assimilé par des consommateurs et va être respiré et rejeté à l'atmosphère. Si vous regardez par exemple tout à droite la flèche, une flèche qui s'appelle Ocean Uptake, donc l'absorption de CO2 par l'océan, on a une flèche de à peu près 92, c'est des gigatonnes de carbone par an qui rentrent dans l'océan et à peu près 90 sur la flèche Ocean Loss, donc les quantités de carbone qui sont re-émis de l'océan. Donc on voit que c'est des flux qui sont numériquement très importants, mais qui sont quasiment équilibrés. Et en fait, en absence d'activité humaine, ces flux euh, seraient complètement équilibrés. Il y aurait vraiment un cycle de fermé de CO2 qui est pris de l'atmosphère, transformé en matière organique et rejeté vers l'atmosphère par la respiration de tous les producteurs et les consommateurs. Et la même chose est vraie pour le domaine terrestre. Si vous regardez à gauche, il y a une flèche qui s'appelle photosynthèse, où à peu près 120 gigatonnes de carbone par an sont euh, soustraits de l'atmosphère et transformés en matière organique par les plantes terrestres. Et juste à gauche de ça, vous avez deux flèches, une qui est la respiration des plantes et l'autre la respiration des sols, donc tout ce qui est la décomposition de matière organique dans les sols, qui totalise les deux ensemble 117 gigatonnes de carbone par an. Donc là encore, on a 120 qui sont absorbés, 117 qui sont émis. En absence d'activité humaine, ces flux seraient aussi exactement égaux. Voilà, donc le cycle biologique est très rapide, mais il est aussi tout à fait équilibré. Donc d'une année à l'autre, c'est très rare qu'il y ait des stocks de carbone qui s'accumulent. Voilà, il y a juste à travers les milliers ou dizaines de milliers d'années, ben, il y a des sols et des tourbières qui se construisent.
jusqu'à un certain point et qui absorbe, qui capte donc une petite quantité de carbone dans la biosphère. Et en contrepartie, le cycle géologique, lui, est beaucoup plus lent. Et ce cycle géologique, qui lui aussi est fermé et puis équilibré, mais à des échelles de temps beaucoup plus longues. Là, on parle plutôt de milliers ou de dizaines de milliers d'années. Certains des flux qui sont importants pour ce cycle géologique, c'est le lessivage de CO2 atmosphérique par les rivières qui va atteindre l'océan. Dans l'océan, il y a une partie du carbone qui va sédimenter, donc qui va tomber au fond de l'océan, va être incorporé par des sédiments marins. Ces sédiments marins peuvent, par subduction, atterrir sous la surface de la Terre. Il y en a une petite quantité qui va être re-émise par l'activité volcanique, comme on voit d'ailleurs tout au fond du dessin ici. Mais quand vous regardez les ordres de grandeur des flux, là, les volcans émettent 0,1 gigatonnes de carbone par an en moyenne, les rivières transportent 0,8, la sédimentation nette c'est à peu près 0,01 gigatonnes de carbone par an. Donc ce sont des flux qui sont beaucoup plus petits que ceux de l'activité biologique. Et après, il y a un flux qui est complètement nouveau, qui est tout à gauche dans le dessin. On voit l'espèce de forme noire au fond de la lithosphère. Donc ça, c'est tout ce qui sont les combustibles fossiles qui sont sous la croûte terrestre. Et ça, on va directement, l'activité humaine, nous les humains, allons directement les puiser là-dedans, les oxyder, donc les brûler, et les rejeter dans l'atmosphère. Et ça crée un flux de CO2 vers l'atmosphère qui aujourd'hui est de environ 10 gigatonnes de carbone par an, qui n'est équilibré par aucune autre flèche. Il n'y a aucun mécanisme dans le cycle du carbone qui permet de remettre ce carbone où il était. Et puis ce carbone est là depuis très longtemps. On avait parlé tantôt du carbonifère. Ça fait 300 000 ans que ce carbone a été emmagasiné, 300 millions pardon, d'années qu'il a été emmagasiné là-bas. Et ça prendra la même quantité de temps pour qu'il s'y rentre de nouveau par les mêmes moyens. Donc ça, c'est clair que c'est pas un mécanisme par lequel le carbone va pouvoir être absorbé par des moyens naturels. Par contre, heureusement pour nous, il y a quand même une certaine flexibilité dans le cycle biologique du carbone. Euh, donc, autant les océans que les milieux terrestres euh, accumulent plus de carbone aujourd'hui, puisent plus de carbone dans l'atmosphère qu'ils ne faisaient avant que nous émettions du CO2 supplémentaire dans l'atmosphère. Donc, la biosphère est en mesure de s'adapter un petit peu à ces émissions. Et on va voir qu'il y a deux flux principaux où ce carbone anthropique, donc dû à l'activité humaine qu'on rejette dans l'atmosphère, va se rendre dans la biosphère. Il y en a un qu'on appelle les puits terrestres, et finalement, c'est tout ce qui est la stimulation de la croissance végétale. Donc, s'il y a plus de CO2 dans l'atmosphère, les plantes, les arbres et les autres plantes vont croître plus vite euh, et en faisant ça, vont emmagasiner plus de carbone qu'avant. Et si vous regardez la carte qui est en haut à gauche, on voit qu'il y a plusieurs zones du globe qui sont teintées en vert, et ça, c'est des zones où on a observé au cours des dernières, je ne sais pas exactement l'échelle de temps du graphique, peut-être le siècle, quelques dizaines d'années, où on a observé une augmentation de la biomasse et de la productivité terrestre. Donc ça, c'est des endroits où du carbone est emmagasiné. Voilà. Par contre, comme on a vu avec les événements plus récents, par exemple des feux de forêt qu'on a eus en Amazonie, en Australie, aussi dans le nord de la Sibérie, ce sont des stocks de carbone qui sont aussi relativement fragiles. Donc un puits de carbone peut à tout moment, sous l'influence des changements climatiques ou d'autres événements, peut se transformer aussi dans une source de carbone et rejeter tout ce carbone dans l'atmosphère. Voilà, donc là, il y a aussi un certain danger de trop se fier sur ces stocks naturels de carbone, sur ces puits naturels, parce qu'ils peuvent disparaître assez rapidement. Et l'autre grand stock, c'est l'océan, évidemment, et dans l'océan, il y a deux mécanismes par lesquels du CO2 peut être absorbé. Un qu'on appelle, le terme est en bas, la pompe thermodynamique. Ça, c'est simplement la solubilité de CO2 dans l'océan. Le CO2 est un gaz qui est soluble dans l'eau.
pas énormément soluble, mais qui est soluble quand même. Et plus la concentration de CO2 est élevée dans l'atmosphère, plus le CO2 va être dissous dans les eaux océaniques. Donc ça soustrait une partie du CO2 atmosphérique qu'on y a mis en plus de l'atmosphère pour le stocker sous forme de carbone inorganique dans l'océan. Voilà, ça emmagasine une bonne partie, peut-être le quart, je ne sais pas exactement, de nos émissions anthropiques. Euh, une des conséquences de ce mécanisme, c'est que le CO2, une fois qu'il est dans l'eau, se transforme en acide carbonique et c'est ça qui cause l'acidification des océans. Donc ça, c'est un problème corollaire au changement climatique, mais qui a exactement la même origine et qui pourrait gravement perturber toutes les chaînes alimentaires océaniques et surtout toutes les espèces qui se dotent de carapaces carbonées comme le krill, les crustacés, plusieurs planctons comme les coccolithophores, des moules, des huîtres, etc. Et l'autre mécanisme, c'est la pompe biologique. Donc ça, c'est l'activité planctonique. Donc le plancton, c'est l'équivalent des plantes sur la Terre. Donc le plancton fait de la photosynthèse et construit de la matière organique. Et plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, plus le plancton peut être actif et emmagasiner du CO2. Par contre, l'activité planctonique est aussi limitée par la présence de nutriments. Donc il n'y a pas une croissance infinie possible à l'activité planctonique dans l'océan. Euh, ce qu'on appelle la pompe thermodynamique, donc la solubilité de CO2 dans l'océan, c'est lié à la circulation thermohaline. Si vous ne connaissez pas ce terme, c'est la grande circulation, le grand mélange des eaux océaniques qui sont dues à des effets de salinité, de température et de formation d'eau profonde à certains endroits de l'océan, dont le Groenland et un dans la mer de Weddell Antarctique. Et c'est ça qui fait une grande circulation de tout l'océan qui, à terme, mélange toutes les eaux de l'océan. Ça prend à peu près un millénaire. Et à la fin de ce millénaire, les concentrations de CO2 vont être équilibrées entre euh, l'atmosphère et l'océan. Voilà, donc ça donne une idée de l'échelle de temps nécessaire pour absorber tout le CO2. Et puis, comme on avait vu, l'activité planctonique est limitée par des nutriments présents dans l'océan, dont l'azote, le phosphore, le fer ou le silicium aussi. Et puis, dans beaucoup de zones océaniques, l'activité planctonique est déjà limitée par ces nutriments. Donc, il n'y a pas de potentiel de stocker plus de carbone dans certaines zones. Oui, il y a un potentiel de stocker plus de carbone dans l'océan et ça se passe. Voilà. Et puis, si on regarde les calculs, donc ça, c'est peut-être plus intéressant pour des gens avec un background en chimie, mais si on regarde les calculs, combien de CO2 va rester dans l'atmosphère une fois que les océans, qui est le plus grand puits de carbone finalement à la surface de la Terre, auront absorbé de manière physique tout ce qu'ils auront pu par solubilité, bah, selon les émissions qu'on a eues, est-ce qu'on a eu des émissions modérées, ce qu'on a pour l'instant, ou des émissions plus importantes? Si on reste à des émissions modérées, il y en a quand même un peu plus de 20%, entre 20% et le quart là, du CO2 humain qui va rester dans l'atmosphère après une période de 1000 ans, donc après un mélange complet des océans. Après, il y a d'autres mécanismes qui permettent de soustraire encore plus de CO2 à l'atmosphère. Un mécanisme qui consiste à une réaction de neutralisation entre du CO2 atmosphérique et du calcaire qui est présent dans les sédiments océaniques et qui produit du bicarbonate ou hydrogénocarbonate, un composé plus soluble dans l'océan. Donc ça, c'est une réaction qui est très très lente parce que le calcaire n'est pas facilement accessible. Il y a seulement quelques sources de calcaire qui sont facilement accessible. Ça prend plusieurs milliers d'années, cette réaction de neutralisation de l'océan, mais elle réussira à soustraire une grande partie du CO2 restant de l'atmosphère. Et puis, il y a certains épisodes dans l'histoire de la Terre où il y a eu des grands relagats de carbone, et l'étude de ces phénomènes passés a permis de nous dire que ça prend à peu près 2 à 10 000 ans pour la neutralisation de l'océan, pour cette réaction ici. Après cette période, euh, donc là il y a des calculs de David Archer qui ont été faits avec, selon le pic d'émission, selon la quantité de CO2 et le temps qu'on attend, entre 1000 et 10 000 ans, on peut voir que selon le niveau d'émission, il va quand même encore rester peut-être
11 ou 14, ou avec des grosses émissions, si on avait eu jusqu'à plus de 20% du CO2 qui sera encore, après 10 000 ans, dans l'atmosphère. Et là, il y a une troisième réaction qui permettra d'enlever, de soustraire du CO2 à l'atmosphère, qu'on appelle la météorisation. En anglais, on appelle ça le chemical weathering. Donc l'action finalement de la pluie et du CO2 sur les massifs rocheux, sur les montagnes. Donc c'est vraiment une réaction de dissolution de montagnes de calcaire ou de montagnes de silicate, qui réagissent avec du CO2 dissous dans de l'eau de pluie pour former des sels de bicarbonate qui après sont transportés dans les rivières, atterrissent dans l'océan et peuvent sédimenter là. Donc si vous avez jamais essayé de voir comment la pluie dissout une montagne, euh, ben, on peut attendre très longtemps que ça se passe, hein. Donc ça, c'est une réaction qui est extrêmement lente, même à l'échelle géologique, c'est quand même assez lent. Là, ça prend de 100 à 150 000 années pour rééquilibrer le contenu en CO2 de l'atmosphère par ce processus de météorisation des roches. Voilà. Et il y a donc, si on résume les échelles de temps impliquées, là, une fois qu'on aura stabilisé les concentrations de CO2 dans l'atmosphère, il y aura une diminution d'à peu près du trois quarts du contenu de l'atmosphère dans une période allant entre 300 et 1000 ans, correspondant au mélange de l'océan. Une diminution de jusqu'à 90% si on a eu des émissions pas trop importantes par la réaction de neutralisation de l'océan qui prend quelques milliers d'années, et un 10% de nos émissions qui vont vraiment rester dans l'atmosphère pour à peu près une centaine de milliers d'années. Donc des échelles de temps assez longues et qu'on a observé dans le passé dans certains événements comme le maximum thermique entre le Paléocène et l'Éocène, donc il y a plusieurs centaines plusieurs millions d'années, je ne sais plus exactement quand c'était, je m'excuse, mais où on voit qu'en effet, pour certaines stations, comme la courbe verte qu'on peut voir ici, qui est très bien définie, on a un retour à des concentrations de CO2 pré-événement sur une échelle de temps de 100 à 150 000 ans. Donc on a certainement créé une problématique qui va durer très très longtemps, et la durée précise de cette problématique va vraiment dépendre beaucoup des émissions cumulées que nous allons encore avoir au cours du siècle prochain. Donc c'est vraiment très important de limiter le plus possible ces émissions cumulées pour pouvoir permettre aux mécanismes naturels de séquestration de CO2 de pouvoir assez rapidement absorber tout ce CO2 excédentaire qu'on a mis dans l'océan, dans l'atmosphère. Voilà. Et puis là, je n'ai pas parlé non plus des modes de séquestration anthropique qu'on pourrait avoir. Donc ça, il y a aussi des études qui sont faites là-dessus. Il y a des moyens d'accélérer certains de ces processus, mais qui sont relativement peu au point et peu employés encore. Là. Donc, ce n'est pas nécessairement ça qui va nous offrir des solutions à court terme. Voilà, donc juste deux lectures il y a plein de livres sur les changements climatiques qui sont tous très intéressants. J'aurais pu mettre aussi le livre de Claude Villeneuve, très connu au Québec, qui est, même qu'il en a écrit plusieurs, là, qui sont très intéressants à lire. Un livre que j'utilise dans un de mes cours, c'est celui de Guy Jacques et Hervé Letreux, Le changement climatique, offre une très bonne base scientifique sur tous les changements climatiques, parce qu'ici, on en a vu quelques aspects aujourd'hui, mais il y a plein d'autres aspects dont je n'ai pas parlé du tout, là, qu'on pourrait peut-être voir une autre fois. Un autre livre que j'ai personnellement trouvé très intéressant de David Archer, un climatologue, océanographe très connu, je pense, de l'Université de Chicago, qui s'appelle The Long Thaw. Euh, si vous êtes à Montréal, elle est présente à la Grande Bibliothèque, quoique de toute façon tout est fermé de nos temps. On ne pourra pas y avoir accès, mais c'est une perspective chimique, c'est un livre qui est très intéressant pour un chimiste pour comprendre le cycle du carbone et ses implications à long terme. Donc ça, c'est ce que nous avions pour aujourd'hui. Donc s'il y a des questions, on peut les poser dans le chat ou par microphone, si on a encore quelques minutes. Et sinon, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter la présentation, puis j'espère qu'on pourra en discuter. Voilà. Merci beaucoup, Sébastien. Je vais arrêter le recording.